Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on a une histoire qui est assez incroyable, presque un cas d'école des paradoxes du foot moderne. Ah oui, un cas d'école, c'est le mot. Imaginez un peu le tableau. On a un jeune joueur, Ibrahima Mbaye, 18 ans. Le 18 janvier, il est sur le toit de l'Afrique, champion avec le Sénégal. Et pas juste en faisant de la figuration, attention. Exactement. L'article de Sénépost sur lequel on se base, il précise bien qu'il était le plus jeune joueur sur le terrain pendant la finale. Ah, c'est le rêve absolu. Le rêve absolu, et puis quelques semaines plus tard, c'est la douche froide. Il revient dans son club, le Paris Saint-Germain, et là, c'est le blackout, le néant. 0 minute. 0 minute de jeu sur les 3 derniers matchs. On passe vraiment de héros d'un continent à fantôme sur le banc. C'est ce grand écart qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. C'est ça. Comment on peut en arriver là? C'est ce qu'on va décortiquer. Notre mission, c'est d'explorer cette situation à partir des infos de cet article. Comment un prodige, acclamé par tout le monde, peut se retrouver ignoré par son propre coach. Et ce qui est fascinant, au-delà de son cas personnel, c'est que ça illustre une tension qu'on voit partout, dans tous les très grands clubs. Laquelle? Cette difficulté quasi chronique à intégrer leurs propres pépites, leurs jeunes talents. La pression du résultat immédiat, l'obsession pour les stars confirmées, ça l'emporte presque toujours sur le développement à long terme. On va voir comment le plus grand succès d'un jeune peut, paradoxalement, devenir son plus gros problème. Alors, commençons par le début, par le sommet, l'euphorie. Il faut vraiment se mettre à sa place. Ah oui. Le gamin est champion d'Afrique. Le papier, il utilise le mot prodige. C'est fort, c'est pas rien. C'est très fort. Logiquement, tu te dis, il revient à Paris avec un tout nouveau statut. Une confiance, Mais stratosphérique. prêt à tout casser. On s'attend à ce que le club lui déroule le tapis rouge, en quelque sorte. Bah oui, et la réalité, elle est tout autre. C'est là que ça devient brutal. Et c'est là que l'histoire est intéressante. Parce qu'au même moment, l'effectif du PSG est décimé. Le mot utilisé dans l'article, c'est hécatombe. Hécatombe de blessures. Exactement. Ce qui veut dire que le timing, en théorie, il est parfait pour Mbappé. Il y a des places à prendre au milieu, en attaque. Pile ses postes. Oui, l'article donne même des noms. On a Quentin Djantou qui vient d'être opéré, Seny Mayoulou et Fabien de Ruiz qui sont indisponibles. Mathématiquement, il y a un boulevard pour lui. Les planètes sont alignées. C'est son moment. On se dit ça. Et pourtant, c'est tout l'inverse qui se produit. Il ne joue pas la moindre minute. L'article insiste bien là-dessus. Même pas 5 minutes par-ci, par-là. Rien. Rien. Et y compris pendant un match important et un peu fou, contre Monaco, gagné 3-2. C'est typiquement le genre de match où tu fais tourner, où tu donnes du temps de jeu. Surtout quand ton banc est affaibli par les blessures. Ne même pas entrer dans ce contexte, ça en dit très très long. Là, on sort de la simple gestion d'effectifs, on n'est plus dans une question de concurrence. Ça ressemble à un message de l'entraîneur. Oui, et la conclusion de l'article va dans ce sens. Il semble avoir perdu la confiance de Luis Enrique. C'est une interprétation, bien sûr, mais elle s'appuie sur des faits. Des faits, oui. Une absence totale et injustifiée de ton de jeu à un moment où il n'a jamais été aussi nécessaire. Et quand on parle de perte de confiance avec un coach comme Luis Enrique, on sait que ça peut aller très vite et être assez radical. C'est une situation qui devient très compliquée. Surtout qu'évidemment, au PSG, ça ne passe pas inaperçu. Non, ça n'a pas manqué, ça a tellement interpellé que ça a fait réagir bien au-delà du club. Je pense notamment au consultant Pierre Ménez qui est allé de son petit commentaire. Forcément. C'est le genre de situation qui est du pain béni pour les observateurs. C'est tellement illogique en apparence que ça invite à la critique. Et ces mots, ils sont assez durs. Il dit, je cite, « On s'aperçoit que le PSG n'a pas de solution extensible. Ibrahima Mbaye a disparu de la circulation. » Ce qui me marque, c'est l'expression. Disparu de la circulation. Oui, c'est violent. C'est pas juste « il ne joue pas ». C'est comme s'il n'existait plus. C'est ça. Le mot disparu, il implique une action volontaire, une mise à l'écart délibérée. Ça transforme une simple décision sportive en une véritable affaire, le cas Mbaye. Et quand une personnalité médiatique comme Ménès met le doigt dessus, ça amplifie tout. Ça met la pression sur le club. Exactement. Le silence devient difficile à tenir. Mais attends, juste pour jouer un peu l'avocat du diable, est-ce qu'on est certain que c'est une décision purement arbitraire du coach? On connaît Luis Enrique, c'est un personnage entier, très exigeant, notamment sur l'attitude, l'implication aux entraînements. Est-ce qu'il pourrait y avoir un truc qui s'est passé en interne, un non-dit que l'article ne peut pas savoir? C'est une excellente question et c'est tout l'angle mort de cette histoire. L'article, il se base sur des faits observables. Le temps de jeu. Il va pas spéculer sur d'éventuels problèmes d'attitude. D'accord. Et t'as raison. Avec un entraîneur comme ça,
Un détail, une séance d'entraînement moins intense, un mot de travers, ça peut avoir des conséquences énormes. Le vrai problème, c'est que cette absence de justification, ça crée un flou qui est destructeur pour tout le monde. Pour le joueur, en premier lieu. Évidemment, pour le joueur qui ne sait pas ce qu'il y reproche, et pour le club qui donne l'impression de gérer ses talents de façon complètement opaque. Bon, du coup, il est sur le banc à Paris, les critiques commencent à fuser. J'imagine que son téléphone, lui, doit pas rester silencieux. Ah, mais ça, c'est une loi immuable du football. Un talent de 18 ans, champion d'Afrique, qui ne joue pas dans un top club. C'est comme mettre un énorme panneau à vendre au-dessus de sa tête. Tous les recruteurs d'Europe doivent être dessus. Ils se jettent dessus. Le marché, il déteste le vide. Il déteste ce genre d'anomalie. Et si on en croit le papier, ça s'agite surtout de l'autre côté de la Manche. On parle de son profil de dragster technique qui plairait énormément en Angleterre. Oui, et on a 2 noms de clubs très concrets, et pas des moindres. Lesquels? On parle d'Aston Villa où l'entraîneur Unai Emery en aurait fait une priorité. Le mot est important, hein. Ce n'est pas juste un nom sur une liste. Et Unai Emery, il connaît bien le PSG. Il connaît très bien, il sait ce qu'il fait, il choisit pas ses cibles au hasard. Mais justement, pourquoi lui en particulier? C'est quoi la logique tactique? Pourquoi ce fameux dragster technique serait une priorité pour son système de jeu? Alors là, on touche au cœur du sujet. Le système de Emery à Aston Villa, il est basé sur des transitions hyper rapides. Un jeu sur les côtés qui demande une vitesse folle et une capacité à éliminer en 1 contre 1. D'accord, je vois. Il a besoin d'ailiers qui peuvent non seulement déborder mais aussi repiquer à l'intérieur pour finir les actions. Et le profil de Mbaye, qui combine cette vitesse de pointe et une vraie finesse technique, ça colle parfaitement. Pour Emery, c'est peut-être la pièce qui lui manque pour rendre ses contre-attaques encore plus mortelles. Ok, c'est très clair. Et l'autre nom, c'est Chelsea. Là, ça me surprend un peu plus. Quelle est leur logique? La logique de Chelsea, depuis quelques années, elle est différente. C'est une stratégie de stockage de talent. De stockage. Oui. Ils achètent à peu près tous les meilleurs jeunes de moins de 20 ans de la planète, parfois sans même avoir un plan précis pour eux à court terme. Le fait que Chelsea soit juste attentif, comme le dit l'article, c'est une validation de son statut. C'est un label qualité, en gros. C'est ça. Ça veut dire qu'il est considéré par l'un des plus gros acheteurs de jeunes talents comme faisant partie du gratin de sa génération en Europe. D'accord. Donc, d'un côté, un projet sportif très précis avec Emery, et de l'autre, une validation de son statut de pépite par Chelsea. La pression monte d'un cran sur le PSG. Et c'est là que l'histoire devient encore plus bizarre, avec cette histoire de contrat. C'est le nœud du problème. On apprend que le PSG vient tout juste, cet hiver, de prolonger son contrat jusqu'en 2028. Attends. Un contrat de 5 ans? Un engagement sur 5 ans, oui. Mais ça n'a aucun sens. Tu mets un joueur au placard, tu lui donnes pas une seule minute de jeu, et juste avant ça, tu lui fais signer un contrat de longue durée. C'est de la schizophrénie. C'est là qu'il faut savoir lire entre les lignes. Officiellement, la communication du club, c'est de dire qu'ils veulent conserver leur Titi, l'enfant du club. Ça, c'est la version un peu romantique. Et la version moins romantique? La lecture plus pragmatique et sans doute plus réaliste, c'est que cette prolongation est avant tout une manœuvre économique. C'est un blindage. Un blindage? Tu veux dire qu'ils l'ont fait signer 5 ans juste pour pouvoir le vendre plus cher l'été prochain? Exactement. Mais c'est d'un cynisme incroyable pour un joueur qu'ils sont censés avoir formé, qu'ils appellent un enfant du club. Cynique, peut-être, mais c'est la réalité du football de très très haut niveau. En prolongeant son contrat, le PSG s'assure d'être en position de force absolue pour négocier. C'est sûr que vendre un joueur à qui il reste 5 ans de contrat, c'est pas le même prix. C'est pas du tout le même prix qu'un joueur à qui il reste 1 ou 2 ans. Là, il se donne le pouvoir de fixer un tarif exorbitant et de faire une plus-value financière maximale sur un joueur qui, rappelons-le, ne leur a quasiment rien coûté. Du coup, le PSG se retrouve coincé. Ils font quoi? Ils assument leur choix économique et le vendre au plus offrant, quitte à passer pour un club qui ne fait pas confiance à ses jeunes. Ou alors, ils font machine arrière et le réintègrent, ce qui serait un énorme désaveu pour le coach. C'est ça, leur dilemme. Mais le temps joue contre eux. Complètement. Le joueur, lui, il peut pas rester dans cette situation. Un talent comme ça, à 18 ans, il a besoin de jouer pour progresser. Il peut pas être juste un projet sur le papier et un fantôme sur le terrain. À un moment, il va falloir trancher. Et si on lit bien l'article, la décision, elle semble déjà prise, du moins dans l'esprit du joueur et de son entourage. La conclusion est assez radicale. Oui, il y a un mot qui est lâché. Inéluctable. Si rien ne change d'ici la fin de la saison, un départ cet été est inéluctable. Inéluctable, ça laisse pas beaucoup de place au doute. Non,
Ça veut dire que si la situation sportive reste la même, la rupture est déjà consommée dans les esprits. Et on parle même de l'hypothèse d'un transfert record pour un joueur de son âge. C'est fou ça. Sa valeur sur le marché est totalement déconnectée de son temps de jeu en club. C'est son titre de champion d'Afrique et son potentiel pur qui fixent le prix. Et on retombe sur un scénario qui est devenu une spécialité parisienne, malheureusement. La fuite des talents formés au club. La liste est longue. Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Moussa Diaby. La liste des titis qui ont explosé ailleurs est interminable. Ibrahim Mbaye risque juste de devenir un nom de plus. Pour un club qui rêve d'identité forte, c'est un échec stratégique qui se répète sans cesse. Et pour le joueur lui-même, un départ, c'est la solution miracle ? C'est l'opportunité de trouver ce qui lui manque, du temps de jeu, de la confiance, mais c'est aussi un pari énorme, débarquer à 18 ans en Première Ligue, le championnat le plus intense du monde. Ce n'est une garantie de succès pour personne. Absolument pas. Il y a un vrai risque de se brûler les ailes. Le choix du bon club, du bon projet, sera absolument crucial pour la suite de sa carrière. Donc, si on résume, on a un prodige de 18 ans, champion d'Afrique, qui se retrouve sur une voie de garage dans son club formateur. C'est ça. Une situation qui crée un malaise, qui attire les critiques et qui excite les plus grands clubs anglais. Et qui met le PSG face à ses propres contradictions. Communiquer sur l'importance de la formation, tout en préparant ce qui pourrait être la vente record d'un de ses plus grands espoirs. L'issue semble quasiment écrite. Un départ cet été, sauf retournement de situation spectaculaire. Toute cette analyse, basée sur les faits sportifs, sur l'économie, elle est passionnante. Mais, tu sais, en t'écoutant, il y a une chose qui me taraude. Je t'écoute. On parle de stratégie, de tactique, de millions d'euros, mais on oublie un peu qu'on parle d'un gamin de 18 ans. Oui, on a tendance à l'oublier. Quelle peut être l'expérience psychologique de vivre des montagnes russes pareilles ? En l'espace d'un mois, il passe du statut de dieu vivant dans son pays, porté en triomphe, à celui de quantité négligeable, d'invisible dans le club où il a grandi. C'est d'une violence émotionnelle inouïe. Exactement. On se concentre sur où il va signer, pour combien, mais la vraie question, c'est peut-être de savoir comment un jeune homme se reconstruit après un tel choc. La gestion de cette cicatrice psychologique, au fond, elle pourrait être bien plus déterminante pour sa carrière que son prochain contrat.